Zelensky est donc arrivé à Washington, étant très boudeur. Quand il a lu sans doute le texte de l'accord, son sang n'a fait qu'un tour. Vous savez que Zelensky, à la base, c'est un comédien. C'est un type d'émotion. C'est un émotif. Son sang n'a fait qu'un tour et il a commencé à grincer des dents. Alors que Trump lui dit, je vais te sauver la vie, toi-même, Zelensky. Je vais te sauver peut-être ton pouvoir. Tu auras un petit pouvoir dans la nouvelle Ukraine. Eh bien, débarrassé des territoires devenus russes. Je vais t'arranger, mais en retour, tu ne me refuses rien. Je veux que les États-Unis rentrent dans leur compte, que les États-Unis récupèrent leur argent. Donc, troisième point, Donald Trump dit devant le monde entier que l'Ukraine ne peut pas faire plus de 2 semaines de guerre contre la Russie. Et que la guerre que nous avons vue depuis 2022 n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est parce que les États-Unis, l'Union européenne, bref, l'OTAN, est le principal fournisseur militaire et même de renseignements et même d'opérations de l'Ukraine que l'armée ukrainienne tient jusqu'à ce jour le peu qu'elle peut tenir. C'est le chef de l'État américain, Donald Trump, qui le dit, en mondovision, en pointant Zelensky du doigt, en disant « Sans nous, vous n'avez aucune carte. Sans nous, vous ne pouvez pas jouer au dur. C'est nous, les Américains, c'est nous, l'OTAN, c'est nous, l'Occident, c'est nous, l'Union européenne, qui vous avons soutenu. Si nous vous retirons votre soutien, quatrième information, vous allez voir. » Il se sentait tellement humilié qu'il s'est laissé aller à manquer de respect à celui qui l'accueille. En diplomatie en général, quand vous venez chez quelqu'un et que lui, vous vous rendez compte qu'il est sur un ton grand seigneur, il vous manque de respect. En diplomatie en général, vous baissez le ton, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous rentrez à la limite chez vous et quand vous êtes rentré chez vous, là, vous vous exprimez. Mais là, il a décidé de contredire Donald Trump en mondovision dans le bureau ovale et DJ Vance lui a fait remarquer que c'est une offense grave. Du coup, on pose la deuxième question. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Trump lui a dit, si tu ne signes pas l'accord que j'ai préparé, ce qui va t'arriver, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la durée de Zelensky au pouvoir à Kiev est en jeu. Et Zelensky a d'abord une personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est bien sûr la Russie de Poutine. Mais maintenant, il y a une deuxième personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est le gouvernement américain de Donald Trump. Ça fait 2. Donc Zelensky se retrouve entre le marteau américain et l'enclume russe. Un proverbe ivoirien dit « Amusement où on applaudit, moustique n'est pas dedans ». D'où est venu le courage de Zelensky de contredire devant les caméras en mondovision le président Trump et son vice-président. Ce courage vient du fait qu'il sait qu'aux États-Unis, toute la classe politique n'est pas rassemblée derrière Trump. Il sait que les démocrates qui ont perdu les élections eh bien, souhaite que Trump échoue dans son rapprochement avec la Russie. Donc, Zelensky aux États-Unis sait qu'il est soutenu par les anciens défenseurs de ce qu'on a appelé le deep state américain démocrate. S'il a osé parler comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des soutiens à Washington, c'est-à-dire dans l'ancien régime Biden-Obama. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Regardez Zelensky. Quand on lui disait que servir l'impérialisme occidental n'a jamais rien rapporté à personne, il n'a pas écouté. S'il avait regardé l'histoire du monde, il aurait vu Manuel Noriega, qui pendant très longtemps était la marionnette des États-Unis, qui a fini par se faire récupérer et jeter en prison aux États-Unis, le dictateur du Panama. S'ils avaient regardé l'histoire, ils auraient vu Saddam Hussein, qui a servi aux Américains de cheval de Troie pour attaquer l'Iran. Il était président de l'Irak. Pendant 10 ans, une guerre qui a coûté plus de 3 millions, 4, 5, 6 millions de morts à l'Iran et à l'Irak. Elle a été menée et Saddam Hussein était armé par l'Occident, notamment les États-Unis, contre le régime de Khomeini. N'est-ce pas? Comment Saddam Hussein a-t-il fini? Pendu par les Américains. Oui ou non? Venons en Afrique. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui avait reçu 250 000 $ de la CIA pour tuer Lumumba. Où est-ce qu'il a fini, Mobutu? Il a fini renversé par un complot de la même CIA soutenant Museveni, Kagame et Kabila pour prendre le pouvoir à travers l'AFDL à Kinshasa. Oui ou non? Il a fini enterré, pesant 36 kilos, au Maroc. N'est-ce pas? Muammar el-Kadhafi, le guide libyen, avait tenté une embellie avec l'OTAN, avec les États-Unis en général, en passant par la France de Sarkozy. Il lui a donné des dizaines de millions
de dollars libyens pour financer sa carrière politique en échange de sa médiation auprès des autorités occidentales. Ça a fini comment? C'est l'OTAN qui a tué Kadhafi et principalement les puissances américaines, françaises et britanniques dirigées par Obama, Sarkozy et Clinton. Obama, Sarkozy et Cameron. Ce sont eux qui ont tué, eh bien, Kadhafi. Après avoir donné à Kadhafi l'impression qu'ils le réintégraient dans leur soi-disant communauté internationale. Voilà quelques exemples très simples du service qu'ils ont rendu à ceux qui leur rendent service. Au point que la diplomatie iranienne a publié ces derniers temps un petit communiqué pour dire que ceux qui servent les intérêts de l'impérialisme américain n'ont jamais été récompensés. C'est du jamais vu. Chez moi, à Douala, on dit na helele. Na helele. Ce qu'on a vu aujourd'hui là. En Bassa, on dit Masourma Mangira. En Douala, on dit Masouma Punda. La fin des temps est arrivée. Tout est dehors, tout est versé. Nous sommes vraiment à l'ère du verseau. Tout est dehors, tout est versé. Zelensky s'est levé de l'Ukraine pour rendre visite aux États-Unis sur invitation, que dis-je, convocation de Donald Trump. Manifestement, l'accord de paix que Donald Trump souhaite que Zelensky signe avec la Russie et l'accord de compensation que Zelensky doit signer avec les États-Unis, tout était déjà rédigé. Vous vous souvenez d'une vidéo où on montre le président français Emmanuel Macron conduit comme un écolier par Donald Trump dans une pièce qui lui pointe le document et lui donne un bic. Et lui dit signe. Et poliment, gentiment, sans régimber, le président Macron signe. Pour ma part, je n'ai pas encore su ce qu'il a signé. Mais on a la vidéo dans laquelle Trump l'amène et lui montre. Il dit, écris là. Et il est ici. Donc, je crois que c'est le même scénario qui était préparé pour Volodymyr Zelensky. Il était supposé venir signer les documents que son maître américain, le chef de la plus grande puissance de l'OTAN, a préparé pour eux tous, pour qu'ils viennent signer et que les histoires d'aller vers une guerre nucléaire, tout ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui est vraiment impressionnant dans cette affaire, c'est que le désaccord entre les deux hommes, on verra plus précisément que c'était même trois hommes, c'est-à-dire Donald Trump et son vice-président, d'une part, et d'autre part Zelensky. Ce désaccord a éclaté devant les journalistes du monde entier. Astaghfirullah. Balok Pékin. Dans l'histoire diplomatique du XXIe siècle, c'est la première fois qu'un clash d'une telle importance ait lieu dans le bureau ovale, c'est-à-dire le bureau symbolique et sacré des présidents des États-Unis, avec un chef d'État étranger en mondovision. Donald Trump lui-même, en concluant cette phase-là, a dit que les images de ce clash avec Zelensky allaient faire de très bonnes émissions de télévision. Lui-même, il était d'accord. Il a dit, c'est sûr que les télévisions et Internet vont chauffer ce soir. Et que lui, il a laissé exprès. Eh bien, il a permis exprès que tout cela soit vu pour montrer sa bonne foi et montrer que lui, il est un homme de transparence. Que doit-on retenir de cet entretien? Que Donald Trump rejoint le président Vladimir Poutine et la Fédération de Russie et il rejoint les plus de 3/4 de l'humanité sur la compréhension du conflit qu'il y a eu et qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Premièrement, contrairement aux apparences, certes, l'armée russe a envahi l'Ukraine le 22 février 2022, 24 février 2022 exactement, mais Poutine et Trump sont d'accord pour dire que c'est parce que l'OTAN n'a pas arrêté d'aller provoquer la Russie en avançant son infrastructure militaire, nucléaire, ses missiles aux portes de la Russie, que la Russie, voyant que l'OTAN se préparait à prendre le contrôle de l'Ukraine, c'est-à-dire à la dominer militairement dans son périmètre vital, la Russie a pris ses responsabilités et elle est entrée en Ukraine pour établir en quelque sorte sa sécurité. Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, sont d'accord sur la compréhension du conflit. Ils rejoignent dans cette analyse le pape François, qui a dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais éclaté si l'OTAN n'était pas venue, je cite le pape François, pape de Rome, aboyer aux portes de la Russie. Et tout le monde peut bien regarder
l'emplacement des forces armées de l'OTAN en 1991, au moment du démantèlement de l'ancienne Union soviétique, et regardez l'emplacement des forces de l'OTAN maintenant en 2025. Vous allez voir qu'ils sont partis de l'ouest vers l'est et qu'ils sont arrivés aux frontières de la Russie avec leur infrastructure nucléaire, menaçant littéralement la Russie de dépeçage, la menaçant de soumission, de vassalisation à travers leurs dispositifs stratégiques. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, Trump et Poutine sont d'accord pour dire que c'est le traitement qui a été réservé aux Ukrainiens russophones par le régime de Zelensky. Ce traitement-là a accéléré l'entrée des troupes russes pour défendre les populations russophones d'Ukraine. Trump est d'accord là-dessus avec Poutine et accorde à Poutine que les territoires qu'il a conquis militairement à l'est de l'Ukraine restent à la Russie. D'autant plus que ce sont des territoires majoritairement russophones. Deuxième point. Troisième point, Donald Trump dit devant le monde entier que l'Ukraine ne peut pas faire plus de 2 semaines de guerre contre la Russie. Et que la guerre que nous avons vue depuis 2022 n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est parce que les États-Unis, l'Union européenne, bref, l'OTAN, est le principal fournisseur militaire et même de renseignements et même d'opérations de l'Ukraine que l'armée ukrainienne tient jusqu'à ce jour le peu qu'elle peut tenir. C'est le chef de l'État américain, Donald Trump, qui le dit, en mondovision, en pointant Zelensky du doigt, en disant « Sans nous, vous n'avez aucune carte. Sans nous, vous ne pouvez pas jouer au dur. C'est nous, les Américains, c'est nous, l'OTAN, c'est nous, l'Occident, c'est nous, l'Union européenne, qui vous avons soutenu. Si nous vous retirons votre soutien, quatrième information, vous allez voir. Si nous vous retirons votre soutien, vous allez voir. Vous allez déchanter. Poutine va vous tailler en pièces. Dans d'autres déclarations, Donald Trump a même dit que si Vladimir Poutine n'avait pas de sentiment pour le peuple ukrainien, qui est un peuple frère du peuple russe, il aurait déjà rasé toutes les villes ukrainiennes. Donald Trump l'a dit. Il y a une cinquième chose qui est importante, c'est qu'on ne sait pas le contenu de l'accord sur les ressources minières ukrainiennes qui a été proposé par Donald Trump à Zelensky. Ce qu'on sait quand même, c'est que Trump est un homme d'affaires. Et il dirige les États-Unis en chef d'entreprise. L'entreprise Make America Great Again. Pour lui, les États-Unis ont dépensé près de 400 milliards de dollars pour financer Zelensky dans sa guerre contre la Russie. Il faut que les États-Unis rentrent dans leurs fonds avec intérêt. Donc, on peut imaginer que l'accord qu'il avait rédigé là, dont il a commencé à faire signer certaines pages à des dirigeants occidentaux, et peut-être, je n'en suis pas certain, peut-être déjà au président Macron, dans cet accord-là, les États-Unis probablement dépouillent l'Ukraine de tout ce qui lui restait de réserves stratégiques. Et il est certain que Zelensky ait trouvé qu'après l'avoir utilisé pour faire la guerre contre la Russie, c'est vraiment méchant de lui prendre tout ce qui reste de l'Ukraine et de le mettre dans les comptes bancaires américains. Zelensky est donc arrivé à Washington, étant très boudeur. Quand il a lu sans doute le texte de l'accord, son sang n'a fait qu'un tour. Vous savez que Zelensky, à la base, c'est un comédien. C'est un type d'émotion, c'est un émotif. Son sang n'a fait qu'un tour et il a commencé à grincer des dents. Alors que Trump lui dit, je vais te sauver la vie, toi-même, Zelensky. Je vais te sauver peut-être ton pouvoir. Tu auras un petit pouvoir dans la nouvelle Ukraine. Eh bien, débarrasser des territoires devenus russes. Je vais t'arranger, mais en retour, tu ne me refuses rien. Je veux que les États-Unis rentrent dans leur compte, que les États-Unis récupèrent leur argent. Donc, on peut imaginer que Zelensky trouve l'accord minier extrêmement injuste. Mais dans la même période, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, ou plutôt, oui, non, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dit que la France était en train de négocier depuis un certain nombre de mois avec l'Ukraine un accord sur l'exploitation des ressources minières. Donc, en fait, on découvre que l'Occident n'avait pas volé au secours de l'Ukraine pour les soi-disant nobles raisons habituelles. La démocratie, l'état de droit, les valeurs. Non. En fait, tout le monde est allé en Ukraine pour la dépouiller. Vous avez vu? L'accord là que Trump veut faire signer à Zelensky, mais en réalité, c'est la privatisation du sous-sol ukrainien et des terres arables, les terres fertiles exceptionnelles de l'Ukraine. D'accord? Mais on découvre que même côté français, il était question de faire signer aux Ukrainiens des accords qui leur permettent de récupérer les richesses ukrainiennes à très bas prix. Vous voyez? Tout ceci n'est-il pas une école pour l'Afrique? C'est une école pour l'Afrique, il faut en tirer 3 leçons.
Il ne faut plus jamais croire à la propagande de la démocratie et des droits de l'homme. C'est de la propagande. Quand ça sort de l'élite néocolonialiste et impérialiste occidentale. Tant pis pour celui qui croit en cette histoire. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont cassé la Somalie. Ils ont cassé la Syrie. Ils ont cassé l'Irak. Ils ont cassé la Serbie. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont déstabilisé le Sahel. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils attaquent tous les pays qui résistent en réalité à leur conception des intérêts, à leur conception du droit international et de l'économie internationale. Première leçon, ne plus se laisser charmer par cette propagande, les juger sur leurs actes. Deuxième leçon, regardez Zelensky. Quand on lui disait que servir l'impérialisme occidental n'a jamais rien rapporté à personne, il n'a pas écouté. S'il avait regardé l'histoire du monde, il aurait vu Manuel Noriega, qui pendant très longtemps était la marionnette des États-Unis, qui a fini par se faire récupérer et jeter en prison aux États-Unis, le dictateur du Panama. S'ils avaient regardé l'histoire, ils auraient vu Saddam Hussein, qui a servi aux Américains de cheval de Troie pour attaquer l'Iran. Il était président de l'Irak. Pendant 10 ans, une guerre qui a coûté plus de 3 millions, 4, 5, 6 millions de morts à l'Iran et à l'Irak. Elle a été menée et Saddam Hussein était armé par l'Occident, notamment les États-Unis, contre le régime de Khomeini. N'est-ce pas? Comment Saddam Hussein a-t-il fini? Pendu par les Américains. Oui ou non? Venons en Afrique. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui avait reçu 250 000 $ de la CIA pour tuer Lumumba. Où est-ce qu'il a fini, Mobutu? Il a fini renversé par un complot de la même CIA soutenant Museveni, Kagame et Kabila pour prendre le pouvoir à travers l'AFDL à Kinshasa. Oui ou non? Il a fini enterré, pesant 36 kilos, au Maroc. N'est-ce pas? Muammar el-Kadhafi, le guide libyen, avait tenté une embellie avec l'OTAN, avec les États-Unis en général, en passant par la France de Sarkozy. Il lui a donné des dizaines de millions de dollars libyens pour financer sa carrière politique en échange de sa médiation auprès des autorités occidentales. Ça a fini comment? C'est l'OTAN qui a tué Kadhafi et principalement les puissances américaines, françaises et britanniques dirigées par Obama, Sarkozy et Clinton. Obama, Sarkozy et Cameron. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Après avoir donné à Kadhafi l'impression qu'ils le réintégraient dans leur soi-disant communauté internationale. Voilà quelques exemples très simples du service qu'ils ont rendu à ceux qui leur rendent service. Au point que la diplomatie iranienne a publié ces derniers temps un petit communiqué pour dire que ceux qui servent les intérêts de l'impérialisme américain n'ont jamais été récompensés. Les Iraniens le disent parce qu'ils se souviennent du sort qui a été réservé à Saddam Hussein. Leur pire ennemi. C'est sous injonction américaine. Ce sont les soldats américains même qui sont allés le trouver dans le trou où il se cachait, qui l'ont livré à ses pires ennemis irakiens et qui ont veillé à ce qu'il soit pendu haut et court. Bon. Je rappelle tout ceci pour que les Africains comprennent très bien que quand toi, dirigeant africain, tu décides de servir les intérêts étrangers contre ton peuple, il ne faut pas penser que les étrangers là vont te protéger. Hein. Quand ils vont décider de changer de marionnette, parce que toi, tu as été usagé, ce sont eux qui vont te pendre. Les puissances étrangères impérialistes n'ont aucune pitié pour leurs serviteurs. Elles savent que leurs serviteurs ne sont pas soutenus par les peuples qu'ils ont martyrisés. Donc, quand elles veulent se débarrasser de leurs serviteurs, c'est sans scrupule. On sait que de toutes les façons, tu as un dictateur au Congo, tu as un dictateur au Cameroun, tu as un dictateur en Côte d'Ivoire, hein? Tu as un dictateur en Afrique. Le jour où ceux qui t'ont aidé à être dictateur ne veulent plus de toi, l'Afrique ne va pas lutter pour toi. Le peuple ne va pas lutter pour toi. Ils vont quand même dire bon débarras. Donc, voilà comment ils remercient en monnaie de singe tout ce qui les servent. Regardez Zelensky. Mais Zelensky, aujourd'hui à Washington, en réalité, la grande question qui se pose pour lui, c'est de savoir qu'est-ce qui explique. Il y a 3 questions qui se posent sur le comportement de Zelensky. Première question, pourquoi a-t-il osé contredire Donald Trump alors qu'il sait qu'il est en position de faiblesse sur le papier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a contrarié Donald Trump et qu'il n'a pas signé l'accord que Donald Trump avait préparé pour lui avec le stylo qui était déjà posé dans la salle où on a vu le même Donald Trump accompagner le président Macron. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà les 2 questions. Je commence par la première. Je fais l'hypothèse que si
Volodymyr Zelensky a osé défier, régimber, rouspéter quand son maître, son tuteur Donald Trump lui parle dans le bureau ovale des États-Unis. Qui plus est en présence d'un bouillant vice-président, DJ Vance, qui était littéralement ici comme le pitbull de Trump. C'est-à-dire que Trump tenait la laisse et il envoyait DJ Vance mordre de temps en temps Zelensky, juste pour le plaisir. Bon. D'où est venu le courage de Zelensky de contredire devant les caméras en Mondovision le président Trump et son vice-président? Ce courage vient du fait qu'il sait qu'aux États-Unis, toute la classe politique n'est pas rassemblée derrière Trump. Il sait que les démocrates qui ont perdu les élections, eh bien, souhaitent que Trump échoue dans son rapprochement avec la Russie. Donc, Zelensky aux États-Unis sait qu'il est soutenu par les anciens défenseurs de ce qu'on a appelé le deep state américain démocrate. S'il a osé parler comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des soutiens à Washington, c'est-à-dire dans l'ancien régime Biden-Obama. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est important. Il sait que le président Donald Trump a conscience d'être assis sur un fauteuil éjectable, non pas par des voies démocratiques. Le président Donald Trump est l'un des rares présidents qui est réélu, après avoir déjà été élu une fois, et qui, avant de s'installer pour la deuxième fois sur le fauteuil, échappe à un assassinat. L'oreille de Trump a encore le trou de la balle qu'il a loupé. Et Zelensky sait que Trump sait que sa politique contre les intérêts de l'oligarchie pro-démocrate, cette politique lui vaut beaucoup d'ennemis aux États-Unis. Donc, l'attitude de Zelensky s'explique par le fait qu'il sait que les ennemis américains de Trump sont ses amis, lui, Zelensky. S'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il compte sur le lobby anti-Trump. C'est pas parce que les démocrates ont perdu le pouvoir aux États-Unis qu'ils n'ont plus de pouvoir de nuisance. La preuve, Trump sait que sa sécurité est en danger. Avant même qu'il ne se rasseye sur le fauteuil du président, ses oreilles ont déjà sifflé, une balle a déjà perforé son oreille droite. Donc, voilà l'arrière-fond, à mon avis, de l'attitude de Zelensky. Zelensky sait que tout l'establishment politique américain n'est pas rassemblé derrière Trump. Et s'il ose s'opposer à Trump comme ça, c'est parce qu'il compte sans doute sur un retournement de situation, tôt ou tard aux États-Unis. Et il compte sur le fait que le lobby peut encore peser dans la politique internationale américaine et empêcher Donald Trump littéralement de le livrer. Voilà les sources du courage de Zelensky. En plus du fait que c'est un personnage, eh bien, émotif. Parce qu'on a bien vu qu'il était vraiment incapable de tenir ses nerfs aujourd'hui. Il se sentait tellement humilié qu'il s'est laissé aller à manquer de respect à celui qui l'accueille. En diplomatie en général, quand vous venez chez quelqu'un, et que lui, vous vous rendez compte qu'il est sur un ton grand seigneur, il vous manque de respect. En diplomatie, en général, vous baissez le ton, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous rentrez à la limite chez vous, et quand vous êtes rentré chez vous, là, vous vous exprimez. Mais là, il a décidé de contredire Donald Trump en Mondovision, dans le bureau ovale, et DJ Vance lui a fait remarquer que c'est une offense grave. Du coup, on pose la deuxième question, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Trump lui a dit, si tu ne signes pas l'accord que j'ai préparé, ce qui va t'arriver, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la durée de Zelensky au pouvoir à Kiev est en jeu. Et Zelensky a d'abord une personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est bien sûr la Russie de Poutine. Mais maintenant, il y a une deuxième personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est le gouvernement américain de Donald Trump. Ça fait deux. Donc Zelensky se retrouve entre le marteau américain et l'enclume russe. Un proverbe ivoirien dit: amusement où on applaudit, moustique n'est pas dedans. Amusement où on applaudit là, moustique n'est pas dedans. Parce que le moustique sait que s'il se retrouve entre le marteau et l'enclume, il est mort. Il est mort fini. Donc, il me semble que tous ceux qui aiment Zelensky, s'il y a encore des gens qui l'aiment dans le monde, devraient lui donner un seul conseil, c'est de démissionner de la présidence de l'Ukraine et d'aller directement dans un pays d'exil. Là, je viens à mes analyses à moi. Le président Zelensky, pour prolonger sa durée de vie, a intérêt à démissionner. Parce qu'il n'a plus le soutien américain et il est sûr d'avoir l'hostilité de la Russie. Donc, eh bien, le bon sens voudrait qu'il démissionne
et qu'il permette à une administration ukrainienne moins marquée que lui de négocier le cessez-le-feu, négocier la fin de la guerre, négocier la nouvelle relation avec l'Ukraine et l'Europe. Si le président Zelensky persiste à rentrer à Kiev dans le but, avec les menus moyens que pourraient lui apporter les Européens, par exemple, s'il persiste à vouloir affronter la Russie, avec le retrait de l'aide militaire américaine, son pronostic vital, lui, Zelensky, est directement engagé. Et la conséquence numéro 2, c'est que la Russie risque de prendre davantage de territoire à l'Ukraine. En cas d'endurcissement sans moyens, eh bien, de l'attitude de Zelensky face à la Russie, les États-Unis vont retirer progressivement leur soutien militaire, de telle façon de s'assurer que l'Ukraine subisse une défaite complète. Et dans ce cas-là, Poutine pourrait aller jusqu'à Kiev. Il pourrait aller jusqu'à récupérer Kiev et dire que Kiev est russe. Voilà sur ce sujet-là ce que je voulais vous dire. S'il y a donc des gens qui aiment le président Zelensky, je pense honnêtement qu'ils doivent lui conseiller de venir en exil en France, en Angleterre ou en Allemagne, ou même de demander un asile politique aux États-Unis. Mais je pense que là-bas, ils ne vont même plus le garder. Il peut aller au Canada. Les pays de ceux qui l'ont soutenu pendant sa guerre, qui restent là-bas. Moi, j'avais donné un conseil comme ça à un président. Malheureusement, mon conseil s'est avéré. À une semaine, mais c'était 10 jours même de son élimination, le président Idriss Déby Itno était à Brazzaville au Congo. J'ai fait une conférence ici pour lui dire qu'à mon avis, il ne faut plus qu'il rentre assumer le pouvoir au Tchad. Que s'il rentre là, avec toutes les vérités qu'il avait commencé à dire partout, eh bien, je craignais pour sa vie. Malheureusement, 10 jours plus tard, on annonçait qu'il avait été assassiné. Le président Zelensky que j'ai vu là est arrivé à la limite de sa capacité de manœuvre politique. Qui plus est, il n'a pas le soutien de l'écrasante majorité des pays du monde. Il a le soutien d'un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, même pas le soutien des peuples. Parce que les peuples européens ont beaucoup souffert. L'argent qui a été sacrifié, l'argent français, l'argent européen qui a été sacrifié au soutien de l'Ukraine, les Européens l'ont en travers de la gorge. C'est la crise énergétique, c'est la crise fiscale, c'est la crise budgétaire, c'est la crise économique dans toute l'Europe de l'Ouest. En partie à cause de l'augmentation du coût de l'énergie provoquée par la guerre russo-ukrainienne et par l'effort de guerre européen en faveur des Ukrainiens. Eh bien, donc les peuples en ont marre, en Europe ici. Voilà d'ailleurs l'un des facteurs. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation
pour aider la communauté noire. Nous avons deux types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance,
Seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.